Le paradoxe de Fermi ne prouve pas que les extraterrestres n'existent pas. Cela m'a poussé à réfléchir aux nombreux témoignages d'ovnis signalés à travers le monde. Intrigué, j'ai décidé d'approfondir mes recherches et de m'intéresser aux 10 histoires d'ovnis les plus crédibles. Voici la première. L'incident de Roswell, 1947, le point de départ du mythe des extraterrestres modernes. Lieu, Roswell, Nouveau-Mexique, États-Unis. Date, juillet 1947. Enquête menée par l'armée de l'air américaine, puis des journalistes et ufologues. Que s'est-il passé? Début juillet 1947, un fermier du nom de Mac Brazel découvre dans son champ des débris étranges, tiges métalliques, feuilles d'un matériau inconnu, qui semblent résistants et légers, presque impossibles à brûler ou casser. Il en informe le shérif local, qui contacte l'armée de la base aérienne de Roswell Army Airfield, RAF. L'armée annonce, puis se rétracte. 8 juillet 1947, communiqué officiel. L'armée a récupéré un disque volant sur un ranch près de Roswell. Le lendemain, nouvelle déclaration officielle. Erreur, ce n'était qu'un ballon météo. Pourquoi ce revirement bizarre? Le changement rapide d'explication a suscité des soupçons. Des témoins civils disent avoir vu des militaires transporter des débris étranges. Parfois même des corps non humains, selon certains récits bien plus tardifs. Le projet secret derrière le ballon. Dans les années 1990, l'armée déclassifie un rapport. L'objet craché à Roswell était en réalité un ballon d'espionnage ultra secret du projet Mogul, destiné à détecter les tests nucléaires soviétiques. Il transportait des équipements sensibles, d'où la volonté de l'armée de cacher la vérité à l'époque. Alors, extraterrestre ou pas? Aucune preuve matérielle d'un vaisseau spatial ou de corps extraterrestres n'a jamais été révélée. Mais le flou, les témoignages contradictoires et la confusion médiatique ont fait de Roswell le berceau de la culture ovni moderne. Et ensuite? Depuis, Roswell est devenu un symbole mondial de l'ufologie. Un centre de tourisme spatial avec musée et festival. Un sujet de film, série, théorie du complot, etc. Conclusion. L'incident de Roswell est moins une preuve scientifique qu'un exemple frappant de la puissance de l'imaginaire collectif face à un mystère mal expliqué, au bon moment. L'affaire de Rendlesham Forest est l'une des rencontres avec un ovni les plus célèbres d'Europe, souvent surnommé le Roswell britannique. Elle a eu lieu en décembre 1980, près de 2 bases militaires américaines situées en Angleterre, à côté de la forêt de Rendlesham, dans le Suffolk. Voici ce qu'il s'est passé. Dans la nuit du 26 au 28 décembre 1980, plusieurs soldats américains des bases de Bentwater et Woodbridge ont rapporté avoir vu des lumières étranges dans la forêt voisine. Certains ont cru qu'un avion s'était écrasé. En s'approchant, ils ont vu un objet métallique lumineux, de forme triangulaire, posé entre les arbres. Il semblait émettre de la lumière colorée et avait des inscriptions inhabituelles à sa surface. L'objet s'est envolé soudainement après quelques minutes, sans bruit, laissant les témoins stupéfaits. Le lendemain, les soldats ont trouvé des traces physiques au sol. Empreintes triangulaires, marques sur les arbres, et niveau de radiation légèrement supérieur à la normale. Le lieutenant-colonel Charles Alt, un officier supérieur, a mené sa propre enquête la nuit suivante. Il a enregistré ses observations sur un magnétophone, documentant les lumières étranges et les mouvements inexpliqués dans le ciel. Pourquoi cette affaire intrigue encore? Les témoins sont des militaires formés, ce qui rend leur témoignage plus crédible aux yeux de beaucoup. Des preuves physiques ont été relevées, traces au sol, anomalies magnétiques, rapports écrits. Aucun rapport officiel convaincant n'a pu expliquer entièrement l'événement. Les hypothèses vont d'un satellite soviétique à un simple phare, mais rien ne colle parfaitement. Aujourd'hui, l'affaire de Rendlesham reste l'un des cas d'ovni les mieux documentés au Royaume-Uni, et continue d'alimenter débats, théories, documentaires et livres. On est le soir du 13 mars 1997, en Arizona, aux États-Unis. Le ciel est dégagé, les étoiles brillent, mais ce que des milliers de personnes vont voir ce soir-là va bouleverser leur certitude. Vers 19h30, un immense objet en forme de V apparaît dans le ciel. Il est silencieux, colossal, et parsemé de lumière blanche ou orangée, parfaitement alignées. Certains témoins parlent d'un objet plus grand qu'un stade de football, qui glisse lentement au-dessus des maisons sans faire un seul bruit. De Phoenix à Tucson, sur plus de 480 km, des milliers de personnes lèvent les yeux, stupéfaites. Des pilotes, des policiers, des médecins, toutes sortes de témoins crédibles affirment avoir vu la même chose, au même moment.
Ce n'est pas une hallucination collective. Une deuxième vague d'observation a lieu vers 22 heures. Cette fois, des vidéos capturent une série de lumières fixes, suspendues au-dessus de la ville. Ces images deviendront célèbres et enflammeront les médias du monde entier. L'armée tente d'expliquer le phénomène, il s'agirait de fusées éclairantes larguées pendant un exercice militaire. Mais cette version ne colle pas avec les descriptions du premier objet massif et silencieux. Trop gros, trop lent, trop silencieux. Même le gouverneur de l'Arizona de l'époque, Fife Symington, qui avait initialement tourné l'affaire en dérision, avoue 10 ans plus tard qu'il avait vu quelque chose d'extraordinaire ce soir-là, et qu'il pense que ce n'était pas d'origine humaine. Jusqu'à aujourd'hui, l'incident de Phoenix reste inexpliqué. Aucun avion connu, aucun satellite, aucune manœuvre militaire ne peut justifier ce que des milliers de gens ont vu de leurs propres yeux, c'est un des plus grands mystères de l'ufologie moderne. La nuit du 18 au 19 septembre 1976, à Téhéran, capitale de l'Iran. Il est près de minuit quand la tour de contrôle reçoit plusieurs appels de civils affolés, un objet lumineux étrange flotte dans le ciel, immobile, brillant, et plus gros qu'une étoile. Inquiets, les militaires décident d'envoyer un chasseur F-4 Phantom pour intercepter ce mystérieux intrus. Le pilote approche, mais à une certaine distance, les instruments du cockpit tombent en panne, radio, radar, système d'armes. Impossible de s'approcher. Le pilote fait demi-tour, et tout refonctionne aussitôt. Un second F-4 est envoyé. Cette fois, le pilote voit un objet cylindrique brillant qui libère un autre objet plus petit, lumineux lui aussi, qui file à toute vitesse droit sur l'avion. Pris de panique, le pilote tente de tirer un missile, mais le système d'armement tombe en panne au même moment. Encore. Le petit objet retourne tranquillement à la lumière principale, puis tout disparaît dans le ciel. Mais ce n'est pas fini. Une lumière descend doucement, atterrit brièvement près de Téhéran, avant de repartir. Les radars au sol, eux aussi, confirment avoir détecté quelque chose d'anormal. Plusieurs témoins au sol, y compris un équipage de Boeing dans la zone, confirment avoir vu la même chose. États-Unis, ce cas attire l'attention des États-Unis. Un rapport officiel est envoyé à Washington. Un général de l'USAF écrit même que les performances de l'OVNI dépassent celles de n'importe quel appareil connu. Encore aujourd'hui, l'affaire de Téhéran reste sans explication. Aucun ballon-sonde, aucun satellite, aucun engin humain ne peut expliquer ces faits, surtout les pannes électroniques ciblées au moment précis de l'interception. C'est l'un des cas les plus crédibles dans l'histoire des ovnis militaires. Voici 3 vidéos officielles de l'US Navy montrant des objets très rapides, sans propulsion visible. Authentifiés par le Pentagone. En 2020, le département de la Défense confirme leur réalité. 1 FLIR 1, 2004, l'affaire du Tic Tac. Lieu, au large de San Diego, Californie. Protagoniste, pilote du porte-avions USS Nimitz. Objet observé, une forme blanche, allongée, comme un bonbon Tic Tac. Le radar détecte des objets à 24 000 pieds qui plongent soudainement à 15 mètres au-dessus de la mer en une fraction de seconde. Quand le pilote David Fravor s'approche, il observe l'objet blanc planer, puis faire un mouvement impossible, comme s'il glissait dans l'air sans résistance, puis disparaître à la vitesse de l'éclair. Sa caméra infrarouge, FLIR, l'a filmé. Aucun bruit. Aucune émission de chaleur. Et surtout, aucun moyen humain connu de reproduire ça. 2 Gimbal, 2015, la rotation impossible. Lieu, côte des États-Unis. Capturé depuis un FAE-18 Super Hornet. L'objet. Une sorte de soucoupe qui tourne sur elle-même tout en se déplaçant à grande vitesse. Les pilotes, stupéfaits, crient dans l'audio. Look at that thing. It's rotating. Ce qui les choque, ce n'est pas seulement l'objet lui-même, mais la manière dont il se déplace, il semble ignorer le vent, les forces aérodynamiques, et il tourne sans propulsion apparente. L'un des pilotes pense même qu'ils assistent à quelque chose de révolutionnaire, une technologie dont personne n'a connaissance. 3 GoFast, 2015, l'objet supersonique. Lieu, même région que Gimbal. Objet, une petite cible, volant juste au-dessus de l'océan à une vitesse folle, quasiment au ras de l'eau. Le radar tente de le verrouiller. Ouh! Got it! Mais malgré les efforts, aucun des systèmes embarqués ne parvient à identifier l'objet. Il vole plus vite que le son, sans traîner, sans chaleur détectable, et sans aile. Même à pleine vitesse, l'objet reste stable, sans oscillation, comme s'il ignorait la gravité.
Pourquoi ces vidéos sont-elles un tournant historique? Ces 3 vidéos ont été authentifiées par le Pentagone. En 2020, le département de la Défense des États-Unis a officiellement reconnu qu'elles montrent des phénomènes aériens non identifiés, sans explication connue à ce jour. Et surtout, elles n'ont rien de faux ou truqué. Ce sont des preuves filmées en direct par des professionnels de l'armée, dans des conditions de combat, avec des instruments militaires de haute précision. L'affaire de Valençol, France, 1965. Un matin d'été, un agriculteur français dit avoir rencontré des extraterrestres. Nous sommes le 1er juillet 1965, à Valençol, un petit village niché au cœur de la Provence, entouré de champs de lavande. Il est environ 5h45 du matin. Maurice Mas, un agriculteur de 41 ans, est déjà dans ses champs. Comme chaque jour, il vérifie ses plantations. Mais ce matin-là, quelque chose d'étrange attire son regard, un objet posé dans un champ, à une 50aine de mètres de lui. L'objet ressemble à un œuf posé sur des pieds, d'environ 1,5 mètre de haut. À côté, 2 petits êtres humanoïdes, de la taille d'enfants, à la peau pâle et au visage lisse, semblent l'examiner. Maurice Mas s'approche, pensant d'abord à un hélicoptère militaire accidenté. Mais soudain, l'un des êtres pointe un tube vers lui. Immédiatement, son corps se paralyse et il reste figé, incapable de bouger, conscient mais prisonnier de son propre corps. Les 2 êtres regagnent leur engin, qui décolle en silence, sans flamme ni bruit, puis disparaît à une vitesse vertigineuse. Quelques minutes plus tard, Mas peut enfin bouger. Il court vers l'endroit et découvre un sol étrangement déformé, l'herbe est brûlée, tassée, et la terre est desséchée dans un cercle parfait. Il alerte la gendarmerie. L'affaire est prise très au sérieux. Les gendarmes viennent sur place, prennent des photos, font des prélèvements. Des analyses montreront que le sol a subi un échauffement localisé et que la croissance des plantes dans la zone est ralentie pendant des mois. Maurice Mas, un homme discret et connu pour son sérieux, ne cherchera jamais à tirer profit de cette affaire. Au contraire, il refusera souvent d'en parler et dira que ce qu'il a vu a changé sa vision du monde. Ce qui rend cette affaire si troublante. Monsieur Mas n'a aucun antécédent de délire ou d'invention. Il est crédible, stable, respecté dans son village. Les traces physiques sont documentées et étudiées par les gendarmes. Des scientifiques, comme Jacques Vallée, célèbre ufologue, s'intéressent au cas. Même l'armée s'y penche. L'affaire de Valençol reste un cas inexpliqué, mais reconnu comme l'une des rencontres rapprochées les plus sérieuses en Europe. Maurice Mas, décédé en 2004, n'a jamais changé sa version. Et aujourd'hui encore, ce champ de lavande reste un lieu de pèlerinage pour passionnés d'ufologie. Lumière de Lubbock, 1951, Texas, USA. Un balai lumineux dans le ciel texan qui défia toute explication. Le 25 août 1951, à Lubbock, une ville tranquille du Texas. Il est environ 21h. 4 professeurs de sciences du Texas Technological College sont tranquillement assis dans le jardin de l'un d'entre eux. Le ciel est clair. Soudain, ils aperçoivent une formation de lumière brillante, une vingtaine traversant le ciel à une vitesse fulgurante. Elles sont bleu-vert, silencieuses et parfaitement alignées. Les témoins ne sont pas n'importe qui, des scientifiques. Ils observent rigoureusement le phénomène, notent les détails, et parlent même d'un comportement intelligent ou contrôlé. Et ce n'est que le début. Quelques jours plus tard, un jeune étudiant de 18 ans, Carl Hart Jr. Photographie les lumières à plusieurs reprises avec son appareil. Ces clichés montrant des objets lumineux en formation en V font le tour du pays. Le phénomène prend une ampleur nationale. Des dizaines d'autres habitants de Lubbock affirment avoir vu les mêmes objets lumineux dans les jours suivants. Les observations continuent pendant des semaines. Il devient l'un des cas les plus médiatisés de l'époque. L'armée de l'air américaine lance une enquête dans le cadre du projet Blue Book, programme d'étude des ovnis. Plusieurs hypothèses sont évoquées, oiseaux réfléchissant la lumière, avions secrets, météores. Mais aucune n'explique la formation parfaitement alignée, la vitesse, ni le silence total. Le cas reste non résolu. Les photographies de Carl Hart n'ont jamais été prouvées comme fausses. Et les témoins n'ont jamais changé leur version. Pour beaucoup, les lumières de Lubbock restent l'un des premiers grands mystères modernes de l'ufologie américaine, mêlant témoignages crédibles, preuves photographiques, et absence d'explications convaincantes. L'étrange fin du capitaine Mantell, 1948, Kentucky, USA. Une poursuite en altitude et un mystère jamais totalement élucidé.
Un objet non identifié est repéré dans le ciel près de Fort Knox, au Kentucky. Plusieurs témoins au sol civil et militaire rapportent avoir vu un disque métallique brillant stationné à haute altitude. La tour de contrôle de la base aérienne de Godman Field le signale immédiatement. Pensant à un appareil soviétique ou à une menace potentielle, 4 chasseurs PL-51 Mustang de la garde nationale sont envoyés à sa poursuite. Parmi eux, un pilote expérimenté, le capitaine Thomas Mantell, 25 ans. En vol, les pilotes repèrent l'objet. Selon Mantell, il s'agirait d'un engin énorme qu'ils tentent de rattraper. Mais à mesure qu'ils montent, les autres pilotes abandonnent, leurs appareils ne sont pas équipés pour le vol à haute altitude sans oxygène. Mantell, lui, continue seul la montée, sans masque à oxygène. Quelques minutes plus tard, il perd connaissance à cause du manque d'oxygène. Son avion s'écrase près de Franklin, Kentucky. Il est retrouvé mort dans la carcasse, son appareil désintégré. La nouvelle fait la une des journaux, un pilote meurt en poursuivant un objet volant non identifié. Le pays est en émoi. C'est l'un des tout premiers décès liés à un ovni. L'armée avance rapidement une explication, Mantell aurait poursuivi la planète Vénus ou un ballon météo. Mais cette hypothèse est largement critiquée, car l'objet était visible en plein jour, stationnaire, et bien plus grand qu'un ballon. Des années plus tard, certains documents déclassifiés évoquent la possibilité d'un ballon Skyhook, un ballon secret à très haute altitude utilisé à l'époque par l'armée pour surveiller l'atmosphère. Mais cette version n'a jamais été confirmée. Le cas Mantell marque le début de la fascination américaine pour les ovnis. Il est souvent cité comme le point de bascule entre l'aviation militaire et l'ufologie moderne. Thomas Mantell est devenu une figure tragique de cette énigme céleste, symbole de la frontière trouble entre science, sécurité nationale, et peut-être vie extraterrestre. L'affaire de l'Eveland, la nuit où les voitures se sont arrêtées toutes seules. Lieu, l'Eveland, Texas. Date, nuit du 2 au 3 novembre 1957. Imaginez, vous roulez sur une route texane en pleine nuit, quand tout à coup, votre moteur s'arrête, vos phares s'éteignent, et devant vous surgit une lumière brillante suspendue dans les airs. Pas un bruit. Pas une explication. C'est exactement ce qui est arrivé à plus d'une dizaine de témoins, cette nuit-là à l'Eveland. Ce qu'ils ont vu. Des objets lumineux, certains en forme de cigares, d'autres comme de grandes boules incandescentes. Des pannes soudaines de moteur dès que l'objet s'approchait. Puis, comme par magie, tout redémarrait dès que l'OVNI repartait. Et ce ne sont pas que des rumeurs, des policiers, des étudiants, des conducteurs de camions, tous racontent la même scène, au même moment, mais à des kilomètres de distance. Ce qui rend ce cas si étrange. Les pannes électriques synchronisées. Des témoins nombreux et crédibles. Des phénomènes observables par des agents officiels. Une absence totale d'orage ou de conditions météo extrêmes. Que dit l'Air Force? Le projet Blue Book a conclu à un « orage électrique ou une hallucination collective ». Mais il n'y avait pas de tempête cette nuit-là. Et tout le monde ne rêve pas la même chose, au même moment, sur des dizaines de kilomètres. Aujourd'hui encore, l'affaire de l'Eveland est l'un des cas ovnis les plus solides jamais recensés aux États-Unis. Et vous? Que feriez-vous si votre voiture s'arrêtait, au moment où une lumière descend du ciel? Dans la nuit du 18 au 19 septembre 1976, plusieurs unités de la gendarmerie royale font état à leur commandement général de la présence d'un ovni à hauteur de plus de 7 localités marocaines. Hosni Bansliman, alors colonel, en est avisé en moins de 24 heures. Il en fait immédiatement état à Hassan II. Celui-ci lui ordonne de demander sans tarder aux Américains de lui fournir une explication. Le 23 septembre, à 10 heures du matin, le commandant de la gendarmerie royale rencontre l'ambassadeur Robert Anderson, après avoir demandé à la voir aux aurores. Quand il est arrivé, le colonel Bansliman a dit que le roi l'avait envoyé pour discuter de plusieurs observations d'objets volants non identifiés au-dessus du Maroc, dans la nuit du 18 au 19 septembre. Selon le commandant Bansliman, la gendarmerie a reçu plusieurs appels d'Agadir, de la région de Marrakech, de Casablanca, Rabat, Kenitra et d'autres régions qui rapportent le passage d'OVNI entre 1h et 1h30 du matin. Relate l'ambassadeur. Le lendemain, Bansliman dépêche un de ses officiers, le major Mohamed Lissaoui qui, dans un exposé aux diplomates américains ébahis, a fait un rapport circonstancié de l'événement, croquis à l'appui, ayant été lui-même témoin des faits sur la route de Kenitra. Le 25 septembre, l'ambassade des États-Unis à Rabat envoie un câble diplomatique à Margaret P. Graffel du département d'État. D'après les descriptions de Lissaoui,
l'objet allait généralement du sud-ouest au nord-est, il était argenté, lumineux et de forme circulaire et envoyait des éclats lumineux par intermittence et faisait du bruit, rapporte l'ambassadeur qui précise. Le colonel Bansliman a dit que le roi était personnellement intéressé. J'ai promis que nous ferions ce que nous pourrions. Perplexe, Robert Anderson écrit dans son câble, franchement, je ne sais pas quoi faire de ces observations bien. Que je trouve intrigantes les similitudes entre les différentes descriptions réalisées dans des endroits très éloignés les uns des autres. En tout cas, je souhaite pouvoir répondre rapidement à la demande d'information du roi Hassan II et je vous serai reconnaissant quoi que vous fassiez pour m'y aider, conclut-il. Le secrétaire d'État Henry Kissinger lui répond 10 jours plus tard en faisant remarquer que le rapport du comité Condon avait démontré que tous les ovnis pouvaient être attribués à des causes naturelles et qu'aucune enquête ne devait suivre. Kissinger évoque la piste d'un météore ou d'une retombée sur Terre d'une partie d'un lanceur de satellite, alors qu'aucun rapport officiel n'est venu étayer ces dires. Les ufologues ont vite fait de rapprocher ce cas avec l'incident de Téhéran, très médiatisé, qui a vu une interception par un chasseur fantôme F-4 iranien d'un ovni durant la même nuit du 18 au 19 septembre 1976. L'affaire avait par ailleurs donné lieu à un rapport secret puis déclassifié de la DIA, organisation de renseignement militaire du Pentagone. Des années plus tard, en 2012, Ted Molczan, un spécialiste de la traque de satellites était arrivé à la conclusion que les inquiétudes de Hassan II de voir débarquer des Martiens dans son royaume n'étaient pas justifiées. Il avait identifié l'OVNI comme étant les débris d'une fusée russe qui s'était désintégrée lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Depuis cette époque, les signalements plus ou moins fantaisistes d'OVNI dans le ciel marocain ne se sont pas taris, au point qu'une société d'amateurs de thé a même été fondée à Marrakech regroupant des passionnés autour de repas ufologiques, où l'on a pu discuter de la vallée sacrée du lac de la Latakerkoust prise pour certains comme le triangle des Bermudes local. Cependant, la culture marocaine, empreinte de religion et de contes millénaires, porte un regard bien différent sur le phénomène.